et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors moi ça va beaucoup mieux, j'ai retrouvé complètement ma voix, même si je fais un petit peu attention parce que parfois elle déraille un peu, mais bon c'est pas grave. Mais ça va, franchement, je pense que je me requinque bien. Alors aujourd'hui il ne fait pas beau du tout, hein, c'est tout gris. Il y a eu du soleil ce matin et en début d'après-midi, évidemment. C'est pas là où j'ai décidé de filmer puisque j'ai pas eu le temps. Donc là je suis obligée de mettre un éclairage. Voilà, j'espère que la luminosité sera pas trop pourrie. Enfin bon, je pense que ça devrait aller quand même. Alors aujourd'hui, une vidéo, alors j'ai pas encore choisi le titre, donc je sais pas trop comment je vais formuler ça dans le titre, mais c'est une vidéo dédiée aux personnes qui débutent, ouais on va dire ça comme ça, aux personnes qui débutent avec les plantes d'intérieur. Ouais, une vidéo pour les débutants, même si j'aime pas trop dire pour les débutants. Je sais pas, je trouve ça... enfin bon, c'est vrai qu'on débute quand même un jour ou l'autre. Je vais essayer dans cette vidéo alors d'être un petit peu ordonnée. Donc j'ai fait un espèce de plan, hein, comme autrefois à l'école quand on faisait une rédaction ou une dissertation, on faisait un plan. Mais là j'ai fait à peu près la même chose. Donc je me suis divisé ça en deux grosses parties. Dans chaque partie, il y aura plusieurs parties. Je suis claire comme ça. Premièrement, je vais d'abord vous énumérer à peu près 5 ou 6 erreurs que l'on a tendance à faire quand on commence avec les plantes. Pas forcément quand on commence, même après. Hein, je veux dire, c'est avec le temps vraiment qu'on arrête de faire ce genre d'erreurs. Mais voilà, pour éviter de continuer à faire ces erreurs, je vais vous en parler. Et après, je vais essayer de vous dire ce que moi, je fais. Comment je fais? Alors ça risque d'être un petit peu compliqué et je pense que cette vidéo, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, elle pourrait être courte. Ça m'étonnerait qu'elle soit courte. Je dirais comme d'habitude, puisque je sais pas faire court. Alors, on va commencer. Ouais, je crois que c'est 5 erreurs, on va dire ça. La première erreur des personnes qui débutent dans les plantes d'intérieur, je vois le vent, ça souffle dehors, punaise. La première erreur, c'est au niveau de l'arrosage. Alors ça, je crois que c'est l'erreur des débutants, mais l'erreur aussi que on peut continuer à faire franchement très longtemps. C'est là, au niveau de l'arrosage, c'est le surarrosage des plantes en intérieur. On a tendance à se dire... il faut que je l'arrose, il faut que je l'arrose, voilà, pour qu'elle vive, il faut que je l'arrose. En principe, on se dit ça... une plante verte a besoin d'eau pour vivre. En fait, c'est un peu ce qu'on se dit, mais c'est valable dans la nature, c'est une plante a besoin d'eau, plus ou moins, pour vivre. Et du coup, en intérieur, qu'est-ce qu'on fait? On arrose nos plantes. Alors, ça, c'est la première erreur, je dirais, de trop arroser ces plantes qui sont en pot dans nos intérieurs. Et du coup de risquer de les noyer, sachant que la plupart du temps, on perd plus facilement une plante d'intérieur avec trop d'arrosage que peu d'arrosage. Oui, c'est plus facile de noyer une plante que de réhydrater, d'avoir besoin de réhydrater une plante après avoir eu un petit peu soif. Même si c'est pas une règle générale et que c'est pas valable pour toutes les plantes, évidemment, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des plantes un peu plus sensibles que d'autres. Mais c'est vrai que généralement, on a tendance à les noyer plutôt que de les sous-arroser. Alors, personnellement, j'ai jamais eu trop le truc justement de trop arroser. Je dirais que j'ai eu plus facilement le truc de pas assez arroser et de sous-arroser même mes plantes. Je me souviens bien souvent mon mari qui passe à côté, qui met le doigt dans le terreau, enfin dans le pot quoi, et qui me dit elle a pas soif celle-là? Voilà. Et même encore, hein, même des fois en extérieur, il passe, il n'y a pas très longtemps, c'était le citronnier il me semble, enfin il y a un petit moment quand même, il regarde, elle a pas soif celle-là? Voilà. Mais voilà, ça c'est une erreur qui est quand même typique quand on débute avec les plantes vertes. Alors, la deuxième erreur, je dirais, c'est au niveau du choix du pot. Souvent, alors je vous donne juste les erreurs les plus courantes. Et après, je rentrerai dans des détails un peu plus poussés pour mieux vous expliquer. Mais l'erreur, bien souvent, c'est de prendre un pot qui n'est pas percé. Et il faut prendre un pot percé. À tous les coups, prenez un pot percé, plus ou moins percé, mais au moins qu'il y ait un trou de drainage. Pourquoi? Parce qu'il y a
aucune plante ou quasiment pas de plantes d'intérieur qui aiment baigner dans l'eau. C'est-à-dire que quand vous allez arroser en général, si vous n'avez pas de trou d'évacuation, l'eau va stagner dans le fond du pot, du terreau, et du coup ce que ça va provoquer, c'est juste un bain de boue pour votre plante, et elle va juste risquer de se noyer, de pourrir, de moisir au niveau des racines dans son jus. Alors que si vous aviez un pot troué, toute l'eau, le surplus d'eau qui n'a rien à faire dans le pot, va s'évacuer et ça va aider aussi au séchage dans le pot. Donc, toujours un pot troué. Ça, c'est vraiment primordial. C'est la première chose à regarder quand vous choisissez un pot. On parlera des cache-pots après. Parce que là aussi, voilà, il ne faut pas confondre pot et cache-pot. Après, troisième erreur que on peut faire, c'est au niveau, je dirais, alors ça vient aussi avec le pot, mais c'est au niveau du rempotage. Quand on rempote une plante, quand vous rempotez une plante, le choix du pot est important aussi, parce que si vous rempotez une plante dans un pot trop gros, la plante, elle aura du mal à s'installer dans le pot. Alors je m'explique, une plante, quand vous la rempotez, elle a un système racinaire plus ou moins développé, et quand vous la basculez dans un nouveau substrat, donc dans un nouveau pot, ce système racinaire, il faut qu'il recolonise le terreau. Soit vous n'avez pas bougé la motte et il va juste avoir besoin de plus de terre, donc le système racinaire va un peu plus s'étoffer, mais si vous avez enlevé toute la terre, tout le terreau, tout le substrat, son système racinaire va devoir se réinstaller. Et si le pot est trop grand, ben la plante, en fait, elle va se concentrer là-dessus. Elle va se dire, bon, mais il faut que je m'enracine absolument, parce que de toute façon, l'enracinage, c'est sa vie. Ce ne sont pas ses feuilles en premier, ce sont d'abord ses racines. Si elle n'a pas de racines, ben c'est comme une maison avec des fondations. Si elle n'a pas de bonne fondation, ou si elle n'a pas de fondation du tout, la maison va s'écrouler. Donc, je dirais le choix du pot, en principe, quand on rempote, c'est soit la même taille, si vraiment les racines n'étaient pas trop à l'étroit, soit 1 ou 2 cm au-dessus, de la taille au-dessus de diamètre du pot qu'elle avait jusqu'à maintenant. Ça, c'est vraiment une petite règle, enfin une règle, il n'y a pas de règle vraiment, mais c'est vraiment une base. C'est pour vous donner vraiment une base. Alors après, au niveau du rempotage, il y a une autre erreur qui est un petit peu assez courante. Les personnes qui veulent bien faire se disent j'achète ma plante et je la rempote parce que le substrat de jardinerie, alors souvent quand on débute on n'appelle même pas ça un substrat, on dit la terre de jardinerie n'est pas bonne, je vais la rempoter. Ou alors il y a aussi des idées un peu reçues, les racines dépassent, il faut que je rempote. Ça, je veux dire, à 90% du temps, voilà, on réfléchit un peu comme ça, surtout quand on débute avec les plantes. Et c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Pourquoi? Parce que des fois, la plante, en fait, il lui faut un temps d'adaptation. Quand elle arrive chez vous, tout est changé en fait pour elle. Son environnement, la façon d'être arrosée, l'apport d'engrais, la luminosité, la chaleur, tout, c'est un bouleversement, c'est un déménagement. Et tout comme un déménagement pour nous, mais en fait, il faut qu'on ait un temps d'adaptation. Et bien souvent, le temps d'adaptation, en fait, on va la laisser un peu tranquille dans son substrat. Ça peut être quelques jours, quelques semaines et des fois quelques mois. Et puis aussi en fonction de la saison. Si vous achetez au printemps, ça sera plus simple de rempoter une plante, ce sera même beaucoup mieux, idéal. Printemps, été, début d'été. Par contre, en automne, je dirais que c'est bien aussi. Hein. En hiver, c'est moins, je veux dire, faut vraiment qu'elle ait besoin d'un rempotage. Voilà, il faut vraiment qu'elle ait besoin d'un rempotage, sinon en hiver, elle attend d'être au printemps. Puisque la plupart du temps, nos plantes d'intérieur sont un peu en repos végétatif en hiver. C'est-à-dire, le repos végétatif, c'est quand elles se reposent, qu'elles ne poussent pas ou qu'elles poussent moins. Alors même dans nos intérieurs,
elle peut avoir ce repos végétatif, même si on chauffe, on a des fois des lampes horticoles pour leur apporter la lumière, ce qui réduit le repos végétatif. Mais dans un habitat chez une personne qui débute, en général, il n'y a pas tout ça. Et du coup, je dirais que voilà, les plantes, elles se reposent l'hiver, donc il n'y a pas besoin forcément de les rempoter quand on les achète. Donc ça, c'est vrai qu'on a tendance à se dire il faut rempoter, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours un mauvais substrat, c'est pas toujours voilà, la plante, elle a quand même vécu jusque-là dans ce mélange, dans ce substrat, dans cette terre. Voilà, des fois, il n'y a pas de raison de la rempoter aussitôt. Moi, j'ai certaines plantes, entre autres, bon, des Oya que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. Il y en a certains que j'ai gardés dans leur substrat qu'elles avaient en jardinerie. Parce que j'ai estimé que c'était très bien. Mais ça, c'est une question d'habitude aussi. On va pas rentrer dans les détails maintenant. Pour l'instant, on fait vraiment on survole les erreurs, je dirais, à éviter ou qu'on a tendance à faire quand on débute. En fait, la 4e erreur, je dirais que c'est d'acheter une plante. Enfin, oui, c'est une erreur. Quand on aime les plantes, ça va être une erreur. Quand on achète des plantes juste pour acheter des plantes, voilà, c'est autre chose. Mais quand on achète une plante, c'est pas un objet de décoration. C'est-à-dire qu'on achète une plante, on va la poser dans le coin de la pièce. Et puis, waouh, ça fait joli, c'est très beau, c'est très bien, donc elle va aller là. Ça, c'est une grosse erreur. C'est-à-dire qu'en fait, une plante, il faut pas oublier que c'est un être vivant, c'est vivant, et que pour vivre, elle a besoin d'eau, c'est ce qu'on a vu au début, mais elle a aussi besoin, alors elle a besoin d'un support, donc le substrat, mais elle a aussi besoin, et vraiment besoin, de lumière. Et la lumière, c'est vraiment, je dirais, quand même indispensable pour la plante. Pourquoi? Juste parce qu'elle fait sa photosynthèse grâce à la lumière qu'elle va recevoir. La photosynthèse, je vous invite je ne vais pas rentrer dans le détail, à aller sur internet, vous tapez photosynthèse, vous allez voir exactement le schéma exact de la photosynthèse. Mais la plante, pour assimiler tous ces nutriments, tout ce qu'elle a besoin de la lumière qui va venir sur ses feuilles et qui va faire donc la photosynthèse pour fabriquer tout ce qu'elle a besoin, tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir grandir. Si elle n'a pas cette lumière, elle aura... alors il y a des plantes qui poussent au fond d'une pièce, il y a des plantes qui arrivent à pousser, ou du moins qui arrivent à vivre. Souvent ce sont des plantes bien vertes, avec un feuillage très très vert, qui peuvent pousser. On dit souvent le zamioculcas, le pothos, vous voyez, des plantes, on va dire, dites d'ombre, même si c'est faux en fait, vont quand même se maintenir au fond d'une pièce, mais ne pousseront pas comme elles pourraient pousser en fait. Et alors il y a carrément aussi des plantes qui vont dépérir tout simplement parce qu'elles n'auront pas assez de lumière. Et ça, c'est une erreur qu'on a tous eu tendance à faire, c'est se dire « Oh, j'aimerais bien une plante dans le coin de ma pièce. Ah oui, alors un monstera irait bien là. Je vais mettre un monstera parce que le monstera supporte quand même un léger manque de lumière. Je vais revenir sur la luminosité aussi. Mais voilà, c'est pas un objet décoratif. Ça peut devenir... un objet, enfin non, pas un objet. Ça peut devenir de la décoration des plantes, évidemment, ça fait partie de la déco. Moi, c'est de la déco aussi, mais ça reste des plantes avant tout, et ça reste du vivant, et ça reste... en fait, c'est pas des objets. Donc, quand on achète une plante, c'est pas pour la déco, c'est la plante va faire partie de la déco, mais ce sera pas pour la déco. Et ça, c'est vraiment, je pense, une grosse erreur qui est assez récurrente. Je pense que même sans être débutant... je pense que cette erreur est encore faite. Et pour moi, c'est vraiment une des plus grosses erreurs. À ce compte-là, moi, j'aurais des plantes partout dans ma maison. Parce que j'aimerais avoir des plantes dans mon salon, dans ma cuisine, j'en ai quelques-unes. Mais j'ai pas cette lumière naturelle qu'elle aurait besoin.
Et en fait, voilà, je sais que la plante, elle se plairait pas et je vais pas mettre de plante, même dans ma chambre, j'ai pas de lumière du tout. Enfin, j'ai très peu de lumière, du coup, je sais que les plantes ne se plairaient pas. Après, il y a des alternatives, hein. Vous pouvez mettre des fausses plantes. J'en ai, et oui. J'ai des fausses plantes aussi. Vous pouvez mettre des bouquets de feuilles, de fleurs séchées, etc. Enfin, il y a des alternatives qui sont très bien aussi. Après, ah oui, un point très très important pour expliquer au niveau de la lumière, et ça c'est, je pense que c'est pas que les débutants, c'est qu'il y a une différence entre la lumière et la luminosité. La lumière, c'est ce qui vient du ciel, de l'extérieur, de la lumière naturelle. Voilà, la lumière naturelle, c'est le soleil qui va apporter de la lumière, et ça, voilà, c'est la lumière. La luminosité, c'est une autre chose, c'est-à-dire qu'une pièce lumineuse, ça ne veut pas dire qu'elle est baignée de lumière. C'est que nous, avec nos yeux d'humain, on voit qu'elle est lumineuse, on se dit, tiens, elle a de la lumière. Mais ça ne veut pas dire que la lumière rentre vraiment bien dans la pièce. Et ça ne veut pas dire que les plantes, avec leurs yeux à elles, même si elles n'ont pas d'yeux, quoi, elles perçoivent la même chose. Nous, on va voir de la lumière dans une pièce, elles pourront être en fait dans la pénombre. C'est-à-dire qu'en fait, pour une plante, être devant une fenêtre, alors suivant l'exposition aussi, ça change beaucoup, c'est-à-dire exposition nord en hiver, c'est très sombre. Exposition sud en été, ça va être très lumineux. Donc c'est vraiment, voilà, suivant l'exposition, c'est aussi à prendre en compte. Mais toujours est-il, c'est qu'une plante devant la vitre, la fenêtre, jusqu'à 1 mètre à peu près de la fenêtre, elle a une bonne luminosité. Au-delà de ces 1 mètre, une plante qui est à 3 ou 4 mètres de la fenêtre, vous pouvez vous dire qu'elle est dans la pénombre, alors que nous, on va voir beaucoup de lumière. On va se dire, waouh, c'est super lumineux ici. Et elle va se dire, bah, je suis dans la pénombre, en fait. Et plus vous allez l'éloigner, plus elle sera même dans le noir. C'est un peu embêtant. Donc moi, pour pallier à tout ça, parce que je saute quand même sur le truc pour vous expliquer quand même pourquoi j'ai aussi des lampes horticoles. C'est pas des lampes de décoration, ce sont des lampes horticoles que j'ai ici. Et justement, ça me permet d'éloigner mes plantes des baies vitrées qui sont juste saturées par les plantes. Et du coup, elles ont un éclairage, mais artificiel. C'est une lumière artificielle. Ça, c'est pour venir soutenir la lumière naturelle qu'elles n'ont pas suffisamment. Voilà. Mais ça, c'est un peu, c'est quand on rentre un peu plus dans les détails et qu'on a plus de plantes aussi, qu'on peut commencer à parler de lampes horticoles. L'été, on va avoir plus de lumière qui va rentrer, plus de temps de lumière, de luminosité dans la journée, puisque les jours sont plus longs. Et du coup, les plantes, on peut les reculer de la fenêtre, de la vitre, sachant que le temps d'éclairage est plus long et que bien souvent, quand il y a le soleil qui cogne aussi, parfois c'est un peu trop lumineux, un peu trop ensoleillé et parfois on peut du coup les reculer en plein été. Et à contrario, quand l'hiver arrive, la première chose à faire, je dirais, c'est de rapprocher vos plantes des fenêtres. Elles s'en porteront vraiment beaucoup mieux. Et la cinquième erreur, on va dire, et je dirais que c'est une des plus... Enfin, erreur. Si, c'est une erreur. De ne pas observer ses plantes. C'est une grosse erreur, en fait, moi, je dirais, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de vraiment... qui va vous permettre de connaître les besoins de vos plantes. Moi, je dirais qu'il faut observer ces plantes. Ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est observer ces plantes. Alors, les observer pour différentes raisons. Les observer déjà tout simplement pour voir si la plante, elle peut avoir soif. Il y a certaines plantes qui se recroquevillent au niveau du feuillage. Et là, vous pouvez vous dire qu'elle commence à avoir soif ou qu'elle commence très sérieusement à avoir soif. Quand le feuillage commence à se recroqueviller, c'est qu'elle a déjà soif depuis un petit moment.
Il y a des plantes qui vont avoir un feuillage qui va s'affaisser, comme le spathiphyllum par exemple, la fleur de lune. Le feuillage va retomber et quand vous allez l'arroser, pouf, le feuillage il va remonter. Ça c'est de l'observation. Vous passez à côté de vos plantes, vous observez vos plantes et au fur et à mesure du temps, vous allez apprendre à les connaître. Et je trouve que c'est quand même très intéressant et c'est justement le contraire d'acheter des plantes pour la déco, c'est que là vous allez les observer, les feuilles qui poussent, est-ce qu'elles poussent pas, est-ce qu'elle est en période de croissance, de dormance, si elle est en période de croissance, vous pouvez apporter de l'engrais. Ça va vous permettre de connaître votre plante et ça va vous permettre aussi de pouvoir connaître ses besoins. Et ça va vous faciliter les choses, surtout en termes d'arrosage, ça va vous faciliter les choses. Et je dirais que observer ces plantes, c'est aussi très très important. Parce que quand on a des plantes d'intérieur, on découvre une chose, c'est qu'avec les plantes, il y a aussi des nuisibles, des petits insectes, parfois microscopiques, qui viennent avec nos plantes. Ben oui, c'est du vivant. Donc forcément, le vivant appelle le vivant, mais parfois, ça peut être aussi des nuisibles. Et les nuisibles, en fait, ils sont là. Il faut faire avec, il faut composer. Parfois, c'est compliqué, ça c'est sûr. Mais d'observer vos plantes, ça va vous permettre d'anticiper parfois la perte parfois d'une plante ou qu'elle soit trop abîmée ou qu'elle ne pousse pas, etc. Il faut observer. Vous avez différents nuisibles. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des nuisibles parce que vous avez, je pense que le nuisible qui est le plus connu, c'est la cochenille, c'est les petits insectes blancs, farineux, cotonneux, que l'on voit souvent sur les orchidées par exemple, ou bien d'autres plantes d'intérieur, mais voilà, je pense que c'est le nuisible le plus voyant. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a les thrips, ce sont des petits insectes noirs allongés quand ils sont adultes, blanchâtres quand ils sont jeunes, enfin, larves, c'est encore plus petit, mais allongé et très clair, ce sont des thrips jeunes. Vous allez avoir les pucerons aussi, les pucerons qui viennent souvent de l'extérieur, peuvent venir sur nos plantes d'intérieur. Vous allez avoir les acariens. Alors, les acariens, ce sont les araignées rouges, par exemple. Ça, c'est microscopique et souvent, on les voit, bien souvent, c'est un peu tardivement, parce que ça fait des micro-toiles d'araignée dans le feuillage, et là, vous êtes sûr que vous avez des acariens. Le problème, c'est que ça peut faire de gros dégâts sur les plantes, mais ça, c'est pareil, c'est une question d'observation, et vous allez apprendre à connaître tout ça, et en fait, les plantes, c'est de l'observation, de la patience et du coup de l'apprentissage. Quand vous voyez des choses, vous pouvez aller sur internet, essayer de faire des recherches, des taches suspectes sur du feuillage, des choses comme ça. C'est l'observation, et à force, vous allez en fait, vous allez reconnaître les choses avant que ça ne soit trop grave. Alors évidemment, dans cette période-là, vous allez perdre des plantes. En général, on perd tous des plantes au début, même encore après, on perd toujours des plantes. Mais au début, c'est vrai qu'on a tendance à perdre très facilement des plantes à cause de nuisibles, à cause de trop d'arrosage, à cause de les avoir mis trop loin de la lumière, etc. Donc forcément, au début, il y a quand même de la perte. C'est du vivant, c'est normal. Voilà, alors on a fait le tour. Enfin, j'ai essayé de répertorier en fait les différentes erreurs, enfin les différentes catégories d'erreurs que l'on peut faire quand on débute avec les plantes. Et là, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on peut faire pour pallier à tout ça. J'espère que je vais arriver à revenir enfin, à pas trop m'éparpiller, parce que ça, c'est vraiment... c'est tout à fait mon genre, en fait de m'éparpiller. Donc, je disais, la première erreur au niveau de l'arrosage, trop d'eau, la noyade. Alors ça va rejoindre plusieurs choses pour éviter ce genre de problème. Mais il va y avoir le choix du terreau, du substrat. Alors, nous, on appelle... Enfin, nous... Dans la communauté des plantes, ce qui est le terreau, la base, le support de culture, la terre, tout ce qu'on dit, voilà, on appelle ça un substrat. Alors, un substrat,
c'est un support de culture. Un substrat, ça va être par exemple du terreau. Oui, en principe, quand on débute, eh qu'est-ce qu'on utilise? Du terreau. Je dirais que le choix du terreau est hyper important. Il faut un terreau de bonne qualité, c'est assez important. C'est ce qui va quand même vous permettre de cultiver des plantes à peu près correctement. Moi, personnellement, alors après, à chaque fois, je vais vous dire ce que je fais personnellement. Vous prenez pas. C'est juste, voilà, ce que je fais moi personnellement. Je ne vais pas vous dire ce que font les voisins, c'est moi ce que je fais. J'utilise un terreau que j'achète en coopérative agricole. Tout le monde n'a pas une coopérative agricole à côté de chez soi. Une coopérative agricole, c'est quoi? C'est un grossiste pour les agriculteurs. On va dire ça comme ça parce que... ouais, on va dire ça comme ça. Alors, par exemple, moi, j'ai... c'est la chaîne de magasins Gamme Vert et il y a Terre du Sud. Terre du Sud, c'est une coopérative agricole qui fonctionne avec Gamme Vert. Moi, je me trouve dans le sud-ouest de la France. Alors, est-ce que dans le reste de la France, est-ce qu'il y a d'autres sortes de coopératives agricoles avec d'autres noms? Je ne saurais pas vous dire. Mais tapez coopérative agricole, peut-être que vous allez trouver d'autres enseignes. J'achète mon terreau en grosse quantité. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de plantes. Et j'achète tout simplement du terreau à semis. C'est un terreau qui est très simple, il y a rien dedans. C'est juste du terreau. Mais après, vous allez avoir autrement du terreau en magasin où il y aura écrit spécial plantation, spécial rempotage, spécial agrumes, spécial plantes vertes, spécial cactus, spécial bonsaï, spécial plantes carnivores, etc. Et j'avoue, c'est hyper compliqué de s'y retrouver. Et en plus, moi, enfin, ce que je pense et ce que je pense, c'est que la plupart du temps, c'est très marketing. Hein, voilà, ce qu'il y a dans le terreau spécial cactus, par exemple, c'est qu'ils vont rajouter du sable, un peu de sable, un peu de... parfois de la pouzzolane quand c'est une bonne marque. Enfin, vous allez avoir des ajouts dans différents terreaux qui vont un peu modifier la composition suivant la plantation. Donc soit vous allez plutôt prendre un terreau plante verte ou comme moi je prends un terreau à semis et par contre le terreau à semis il va falloir venir ajouter des petites choses dedans, faire des petites recettes, mais ça je sais pas si pour les débutants c'est quand même ça commence à être un petit peu compliqué, il faut déjà connaître sa plante. Mais par exemple dans du terreau plante verte que vous allez acheter vraiment terreau plante verte, il faut savoir que dedans, il y a déjà en principe de l'engrais qui sera bon à peu près 3-4 mois. Souvent, c'est marqué dans le packaging, sur le packaging, l'engrais qu'il y a avec le NPK. Le NPK, c'est la composition de l'engrais. Il y a le phosphate, l'azote, et je me rappelle jamais des 3 noms. Voilà, il y a tout un tas de composants dans l'engrais. Si je rentre dans le détail, ça va être compliqué. Mais dans ce terreau, vous allez avoir déjà de l'engrais et parfois vous allez avoir, suivant en fait le type de marque de terreau, vous allez avoir des petites choses qui sont rajoutées. Parfois, il va y avoir de la perlite. Déjà un petit peu incorporé dedans. La perlite, c'est quoi? C'est un drainant. Ça permet d'aérer le terreau. Alors ça, c'est des terreaux qui sont déjà composés. Moi, ce que je vous conseillerais pour débuter, c'est de prendre un terreau type plante verte, ou un terreau à semis, mais bon, voilà. Un terreau type plante verte et acheter à côté de la perlite. Alors la perlite, pareil, vous allez avoir des sachets de perlite en jardinerie. C'est pas toujours donné. Je trouve que le prix est exagéré par rapport au litre. Après, moi, j'utilise sur des très grosses quantités. Donc, forcément, là aussi, j'achète en coopérative agricole des sacs de 100 litres. Oui, quand on dit 100 litres, c'est assez énorme. 100 litres de perlite. Mais bon, après, moi, je les utilise dans l'année. Mais sinon, vous allez retrouver en jardinerie donc de la perlite qui va vous servir de drainant dans votre substrat. C'est, je dirais,
hyper important par rapport aux arrosages. C'est-à-dire, je m'explique quand même que le terreau, tout simple comme il est, quand vous allez arroser, au bout d'un moment, en fait, il va se compacter et les racines, en fait, elles ont besoin d'avoir le contact avec le terreau, avec le substrat, mais d'avoir de l'air qui circule tout de même, parce que quand vous allez arroser, le terreau qui va se compacter sur les racines va asphyxier vos racines. Alors, plus les racines sont petites d'une plante, plus elles auront tendance à s'asphyxier facilement. Et en plus, quand vous allez arroser, ce terreau va faire une sorte de boue, hein, on va dire ça comme ça, va s'agglutiner vachement au niveau des racines. Et si votre terreau ne sèche pas rapidement, parce qu'il n'y a pas d'air qui passe, ça risque de faire pourrir les racines. Donc c'est pour ça que vraiment, si j'ai un conseil à vous donner au niveau du substrat, pour commencer, c'est le terreau et de la perlite. Et la perlite, on peut en trouver vraiment facilement maintenant dans les jardineries, des petits sacs, on n'est pas obligé d'avoir des gros sacs. Et quand vous faites votre mélange, vous faites à peu près, parce qu'il n'y a pas une recette exacte, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Mais je dirais que pour avoir un substrat drainant, vous mettez à peu près 70% de terreau et 30% de perlite. Ça, c'est le minimum à avoir pour avoir un substrat qui va laisser passer l'air et du coup qui va laisser s'écouler l'eau et il va moins compacter au niveau des racines et du coup, il y aura moins de risque de noyade. Donc ça, c'est une des premières choses à savoir par rapport à l'arrosage. C'est que votre substrat doit être drainant. Alors après, il y a d'autres drainants que l'on peut incorporer dans vos mélanges. Mais ça, je ferai, je pense, une vidéo sur les substrats un peu plus poussée, même si j'ai déjà fait. Mais sur 3 années de vidéos, je sais plus où sont mes vidéos, en fait. Après, une autre chose à savoir, et c'est toujours par rapport à l'arrosage, mais ça va toucher plutôt les pots. Le choix du pot, ce que je vous disais tout à l'heure, la taille du pot est très importante et il faut que le pot soit troué. Ça, c'est impératif. Et après, il y a le choix du pot dans les matériaux, c'est-à-dire qu'il y a le pot plastique et le pot terre cuite. Et je dirais que le pot plastique va garder plus l'humidité, puisque c'est imperméable, le plastique, alors que le pot en terre cuite, lui, par contre, il est poreux, donc c'est une matière qui respire et qui va aider au séchage du substrat. Suivant comment on a tendance à arroser, si on a la main lourde ou pas trop lourde, on peut déjà adapter la matière du pot. Alors après, il y a un effet aussi esthétique, c'est que le pot terre cuite, mon avis, c'est que c'est plus esthétique. À la vue de beaucoup de personnes aussi. L'avantage du pot plastique, c'est que lui, on peut le mettre dans un cache-pot pour que ce soit joli. Donc, au niveau esthétique, je pense qu'on peut toujours trouver des parades. Alors, c'est le choix du matériau qui va qui va rentrer en compte pour le séchage. Par exemple, si vous avez une pièce très humide où les pots ne sèchent pas rapidement, moi, je vous conseille de prendre des pots terre cuite. Ça va quand même aider au séchage. Si au contraire, vous avez une pièce où vous avez le chauffage et que ça sèche très très vite, que ça sèche très vite, pour éviter de revenir arroser très souvent, vous pouvez mettre un pot plastique. Voilà, le choix du pot va être très important, mais ça s'apprend aussi au fur et à mesure. Et pour en venir au cache-pot, parce que ça c'est super important. On a tendance à mettre des pots, quand on achète en jardinerie par exemple, souvent ce sont des pots en plastique, hein, on va pas avoir le pot terre cuite, sinon c'est plus cher. Le pot en plastique, on va vouloir le mettre dans un cache-pot systématiquement, parce que c'est plus joli, c'est vrai, moi j'ai plein de cache-pots partout. Alors la parade, l'astuce, on va dire, pour mettre un pot plastique dans un cache-pot, je dirais que c'est primordial, c'est pas de mettre votre pot directement dans le cache-pot, directement dans le fond, en fait, qui touche le fond. Ça, c'est pas terrible, parce que quand vous allez arroser, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arroser, l'eau va descendre, va aller au fond, alors va stagner dans le cache-pot. L'idéal, c'est déjà de sortir son pot pour l'arroser sur une grille, par exemple, d'arroser, de laisser s'égoutter, de remettre dans le cache-pot. Si comme moi, vous avez des cache-pots que vous ne déplacez pas parce que la plante est peut-être trop grosse, parce que vous avez trop de plantes. Voilà. Ce que je fais et que ça fonctionne très bien,
Voilà, il faut être quand même rigoureux. C'est mettre un fond de billes d'argile au fond du cache-pot. Ça va vous créer une réserve d'eau. Et au cas où, si vous avez un surplus d'eau qui ne serait pas bu par la plante et qui se mettrait au fond, ben en fait, cette eau-là va se mettre dans les billes d'argile et vous n'aurez pas le problème du substrat qui va être trempé, détrempé et qui va faire pourrir vos racines. Par contre, l'avantage, et ça c'est quelque chose que j'ai pu voir avec le temps et que je continue du coup à pratiquer parce que c'est vachement bien, mais après c'est voilà, c'est une façon de cultiver, c'est que moi systématiquement j'ai quasiment tous mes petits pots qui sont dans des cache-pots, ils ont toujours ce lit de billes d'argile. Parce que justement, moi j'ai tendance à laisser un fond d'eau dans les billes d'argile. Les racines vont aller puiser l'humidité qu'il y a et ont tendance à s'épanouir dans les billes d'argile. Et comme il n'y a pas de substrat, ça ne risque pas de pourrir en fait. Donc voilà, l'idée des billes d'argile dans le fond d'un cache-pot est plutôt une sécurité. Alors ça peut être billes d'argile, mais ça peut être pouzoulane, ça peut être... même du gravier, ça peut être ça aussi, ça peut être, voilà, tout ce qui est minéral, voilà, du minéral, ça, il n'y aura pas de risque de pourriture. Et bien sûr, évidemment, quand vous arrosez, vous videz pas l'arrosoir dans la plante, voilà. Il faut quand même jauger un petit peu l'arrosage. Et le mieux, c'est d'égoutter quand même votre plante, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai des plantes que je déplace pas, et que j'arrose sur place ou qui sont dans des macramés, dans des cache-pots. Donc systématiquement, j'ai un fond de billes d'argile. Ça permet vraiment de pallier à ce problème de risque de stagnation d'eau dans le fond. Ah oui, au niveau du rempotage, je m'étais marqué un truc. C'est que parfois, on a tendance à vouloir rempoter une plante parce qu'on voit les racines qui sortent en dessous. Alors, quand vous voyez vraiment le gros paquet de racines, bon, mais là... il n'y a pas de doute, elle a besoin d'être rempotée. Si vous avez le pot déformé, bon, il n'y a pas de doute, elle doit être rempotée. Mais si vous avez 2-3 racines qui sortent, vous voyez, comme ça, là, et puis, bon, sans plus. Parfois, il suffit juste de soulever votre plante. Vous regardez s'il y a beaucoup de substrat, en fait, s'il y a beaucoup de terreau sans racines, c'est qu'elle a encore de la place en fait la plante. Donc il suffit juste de la soulever un petit peu du pot, de rentrer un petit peu les racines et elles vont se remettre dans la terre. C'est pas gênant, c'est pas bien grave et elle peut attendre pour être rempotée. Ça c'est une petite astuce parce qu'on a tendance à se dire oh là là, les racines sortent du pot, il faut vite rempoter. Tant qu'elle a de la place dans le substrat, il n'y a pas de raison de rempoter. Elle va coloniser le reste du substrat. Bon, évidemment, il ne faut pas attendre, comme moi j'ai déjà fait, qu'il n'y ait plus de terre, il n'y ait plus de substrat, il n'y a que des racines. Ça m'est déjà arrivé aussi, mais bon. C'est pas bien grave, la plante elle n'est jamais morte. Ah oui, un petit truc qui me vient en tête par rapport à l'arrosage. Alors moi, on m'a souvent demandé si j'avais un rythme d'arrosage. Oui, un rythme d'arrosage. Alors, je dirais que le rythme d'arrosage, j'en ai pas. Et c'est difficile d'avoir un rythme d'arrosage. Alors, il y a des personnes qui fonctionnent très bien avec un rythme d'arrosage, qui vont se dire, ben voilà, tous les dimanches, j'arrose mes plantes. Et puis, voilà. Il y a des personnes qui fonctionnent très bien avec ça. Après, ça va dépendre du nombre de plantes aussi. Ça va dépendre des variétés de plantes. Moi, je fais pas comme ça parce que sur toutes les catégories de plantes que j'ai, elles n'ont pas les mêmes besoins en eau. Et du coup, je peux pas me dire, voilà, j'arrose tous les dimanches, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et après, je dirais que le fait aussi que entre l'été et l'hiver, il y a des différences de façon de boire pour la plante. Parce que si elle est en pleine croissance, elle va boire davantage. S'il y a plus de lumière, plus de chaleur, elle boira davantage. Et du coup, l'hiver, il faudra espacer un peu plus les arrosages. Donc, avoir un rythme précis, c'est, je dirais, très compliqué. Après, il y en a qui arrivent très bien. Mais personnellement, moi, je pense pas qu'on puisse vraiment avoir un rythme d'arrosage pour toutes les plantes exactement de la même façon. Le monstera qui est derrière, voilà, vous le voyez, le monstera qui est derrière ne va pas sécher comme ma fougère qui est ici derrière moi, que vous voyez à peine. C'est pas possible que je les arrose de la même façon. Donc voilà, ça c'est pour les rythmes d'arrosage. En fait, je pense qu'au niveau des arrosages, il y a beaucoup de petites astuces qu'on peut mettre en place
Par exemple, pour les suspensions, parce que j'ai énormément de suspensions. Et là aussi, il faut savoir une chose, c'est que les suspensions, les plantes en suspension vont sécher beaucoup plus vite que les pots qui sont posés. Pourquoi? Parce que la chaleur monte et du coup, elles vont être plus exposées en fait à la chaleur, à la sécheresse finalement, et elles vont tendance à sécher beaucoup plus rapidement. Et je dirais que pour les suspensions, voilà, il faut vérifier, il faut penser à vérifier un peu plus souvent pour les arrosages parce qu'on a tendance à les oublier ou à se dire oh ben c'est bon, les plantes en pot, je les arrose dans 2 jours, elles attendront 2 jours de plus. Parfois, les plantes en suspension, ben, en fait, elles ont besoin d'un arrosage un peu plus fréquent. Alors, ce que je fais, et ça, c'est une astuce que j'ai gardée et que j'ai depuis toujours, c'est que mes suspensions que j'ai sur le côté, je les amène à bassiner dans ma cuisine, c'est-à-dire que je vais prendre chaque suspension, alors c'est long quand on en a beaucoup, je vais les prendre une par une, j'ai des bols en plastique au niveau de l'évier, je les mets, je verse l'eau, je laisse tremper, je sais pas, une demi-heure, le temps qu'elle boive bien toute l'eau qu'elle a besoin, j'égoutte sur une grille de four, une vieille grille de four que je pose sur mon évier, je laisse égoutter et je raccroche, et ainsi de suite. Je fais ça, en général pour mes suspensions, ça me prend 2 voire 3 jours pour toutes les faire. Mais ça, c'est parce que j'en ai beaucoup. Quand vous en avez quelques-unes, voilà, ça va aller vite. Et ça vous évite d'être obligé de mettre de l'eau, d'avoir de l'eau qui coule. La peur d'avoir de l'eau qui coule en dessous, c'est souvent ce qui, en fait, fait qu'on arrose moins souvent nos plantes en suspension. Et ben oui, parce qu'on se dit, ouais, je vais les arroser, ça va couler en dessous et tout ça. Alors en fait, moi, j'ai pris le choix de mettre des pots pas forcément très jolis, j'appelle ça des pots moches, mais ce sont des pots qui sont très 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 pratiques pour me permettre de les arroser. Et puis après, comme je vous disais tout à l'heure, les pots, si vous voulez les mettre dans des macramés, du coup dans des cache-pots, vous faites une petite réserve d'eau et les billes d'argile, et ça va vous permettre de les arroser, qu'elles s'égouttent sur place dans le cache-pot, et du coup, vous n'aurez pas besoin de les sortir à chaque fois. C'est vrai que bon, moi, je trouve que ça ferait beaucoup de macramé, beaucoup de suspension. Donc, j'avoue que là-dessus, je préfère mes pots moches. Alors, pour ce qui est des nuisibles, alors, j'ai pas de solution miracle. Les nuisibles, j'en ai toujours, encore. Voilà, ça m'arrive toujours. Mais ce que je pourrais dire, c'est d'observer pour essayer d'anticiper et de limiter les dégâts. L'observation, je crois que c'est vraiment la première chose à faire. Après, il existe des produits anti-cochenille, anti-acariens, anti-fongiques. Fongiques, ce sont les maladies comme les champignons, en fait, qui viennent souvent à cause de l'humidité. Donc, antifongiques, voilà, vous avez toutes sortes de produits dans les rayons de jardinerie qui sont faits contre les nuisibles. Alors, ce sont des produits bio, enfin, oui, bio. Alors, les insecticides, pour ma part, ça fonctionne, mais il faut être rigoureux et justement essayer en observant de limiter la grosse invasion. Ça peut fonctionner, voilà. Mais quand vraiment vous êtes très envahi, c'est vite compliqué. Alors, par exemple, moi, pour la cochenille, sinon, ce que je fais, c'est j'enlève manuellement, c'est-à-dire un coton-tige avec de l'alcool à 70. Je vais dans les recoins des plantes, souvent ce sont les Hoya qui ont facilement de la cochenille, et manuellement je vais enlever la cochenille, ce qui évite des grosses invasions, ce qui évite aussi des gros traitements du coup. Les acariens, pour un peu éviter les acariens, en fait, vu que les acariens, donc les petites araignées rouges, les choses comme ça, ont tendance à venir sur les plantes quand l'ambiance, l'air est sec.
Et du coup, les acariens s'installent comme ça. Alors là, pour la parade, c'est de doucher ces plantes. Vous amenez vos plantes dans la douche et au moment de l'arrosage, par exemple, vous en profitez, vous douchez vos plantes régulièrement et en même temps, vous arrosez, vous laissez égoutter, vous mettez à sa place et ça va limiter, voire éviter la prolifération des acariens. Tout ce qui est trips, alors les trips là par contre, alors moi je peux pas vous faire vraiment de retour dessus parce que je dirais que les trips ce sont normalement des nuisibles, des insectes qu'on appelle ça des bêtes à orage. Alors ici dans le jardin j'en ai des trips, ça rentre, ça sort, donc j'ai jamais eu vraiment une invasion de trips dans la véranda. Donc il y a des produits contre les trips aussi, c'est des produits anti-insectes, multi-insectes je crois. Voilà, alors après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, les pucerons, manuellement à l'eau ça s'enlève. Voilà, après voilà, il y a différents nuisibles, voilà, il y a différentes choses qui peuvent attaquer les plantes. Un truc très important qu'on pense pas souvent, mais je ressaute sur les maladies fongiques. Les maladies fongiques, ce sont les champignons. Comme l'oïdium et le mildiou, c'est une maladie, ce sont des maladies fongiques. Bien souvent, c'est un manque de ventilation et d'aération dans vos pièces qui font que les maladies de ce type-là se propagent. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, mais ça, c'est un conseil qui est valable pour les maisons en général, même sans plantes, c'est d'aérer très quotidiennement vos intérieurs. Et une pièce à plantes comme moi j'ai ici, c'est une pièce qui doit être ventilée, aérée tous les jours, impérativement. Donc voilà, ça c'est une parade pour éviter aussi les maladies fongiques, même si ça va pas empêcher d'en avoir quand même, mais ça a limité le problème en question. Alors pour terminer cette vidéo, je vais en arriver au soi-disant 5 plantes pour débutants ou 3 plantes pour débutants, etc. Alors moi, je vais pas vous faire une liste de plantes pour débutants. Pourquoi? Parce que déjà on revient toujours sur les mêmes types de plantes de toute façon et je pense pas qu'il y ait vraiment des plantes pour débutants. Il y a par contre des plantes qui ne sont pas faites pour débutants, pour débuter, ça c'est sûr, mais des plantes pour débutants, il y en a, je pense, beaucoup finalement, comme par exemple le pothos, le monstera, le zamioculcas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout un tas de plantes pour débuter, débutants, ou voilà, le philodendron, franchement, c'est une plante pour débutants, moi je trouve. Enfin, le philodendron, il y a beaucoup de variétés de philodendron. Le ficus peut être aussi pour débutants, mais il y aura toujours quand même des petits trucs qui font que il y aura quelque chose qui va compliquer les choses. Par exemple, le ficus, il n'aime pas les courants d'air. Le monstera n'aime pas le surplus d'eau. Les pothos, je pense que les pothos, c'est vraiment le must en plante pour débutants, par contre. Les plantes pour débutants, c'est un peu compliqué. La seule chose que je pourrais quand même dire par rapport aux plantes pour débutants, c'est que les plantes qui sont entièrement vertes, ce sont des plantes qui font la photosynthèse très facilement, très bien. Du coup, ce sont des plantes qui peuvent un tout petit peu reculer de la lumière et qui sont moins fragiles que les plantes panachées, que l'on dit beaucoup dans le monde des plantes variegata, donc à variégation. En français, c'est panaché, à panachure, avec des panachures blanches, vert clair, rose, il y a tout un tas de panachures. Mais les panachures blanches, en fait, le blanc de la plante, c'est une partie de la plante qui fait pas de photosynthèse. Et du coup, plus la plante, elle aura du blanc, plus c'est une plante qui sera un petit peu plus compliquée que les plantes toutes vertes. D'ailleurs, les plantes à feuillage très sombre, vraiment très foncé, très vert profond, ce sont des plantes qui peuvent être un petit peu plus reculées de la lumière, mais pas non plus trop loin, comme je vous disais déjà. Mais après, tout ce qui est plantes à variégation à panachure blanche, ce sont des plantes plus fragiles, plus sensibles. D'ailleurs, dans la nature, tout ce qui est à variégation, en général, ne survit pas, puisque c'est la loi de la nature.
c'est un peu comme une tare finalement dans la nature. Voilà, les plantes qui font moins de photosynthèse n'ont pas le monopole et les plantes vertes vont prendre le dessus. C'est comme ça, c'est la vie, c'est voilà, c'est le vivant, c'est comme ça. Nous, dans nos intérieurs, on peut faire proliférer des plantes à variegation. Mais c'est vrai qu'elles seront plus sensibles. Ça, c'est la seule chose que je peux dire sur les plantes pour débutants. Et ah oui, un autre truc, c'est un a priori sur les cactus. On dit toujours, j'entends souvent dire les cactus c'est bien pour les débutants, si tu veux débuter prends un cactus et tout. C'est pas vrai, pour moi c'est pas vrai, parce que les cactus, tout comme les succulentes, ce sont des plantes plutôt d'extérieur, et en intérieur elles sont pas si simples que ça. Alors certes elles vont vivoter peut-être pas mal de temps, mais elles vont pas s'épanouir forcément, et ce sont pas des plantes pour débutants. Et j'entends souvent dire oui, cactus c'est facile, t'as pas besoin d'arroser, tu le poses, il pousse, machin et tout. C'est complètement faux. Alors ça c'est un a priori total, et du coup je dirais qu'un cactus c'est pas du tout fait pour les débutants. Voilà, c'est vraiment un a priori. Mais bon, là je pense que je referai des vidéos un petit peu sur d'autres thèmes qui va tourner un petit peu autour de débuter avec les plantes, mais un peu plus approfondi. Je pense que je ferai un peu plus sur les substrats, sur l'arrosage, un peu plus vraiment que l'arrosage, que le substrat, même si j'ai déjà fait, je le sais, mais quand je m'en rappelle plus. Si je retrouve, je vous mets les liens des vidéos en barre de descriptif. Mais voilà, ça sera toujours à peu près la même chose que je dirais. Par contre, j'ai voulu refaire cette vidéo pour deux raisons. C'est parce que cette vidéo, on me l'a demandé à plusieurs reprises, notamment dans ma FAQ, on me l'a demandé, on m'a demandé de faire des vidéos pour les plantes pour débutants, etc. Et après, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne entre-temps et qui n'ont certainement pas vu les vidéos en question. Si ça fait moins d'un an que vous êtes là, je pense que j'ai pas fait de vidéo depuis. Donc je pense que c'est bien d'en refaire, c'est bien de pouvoir voilà, reparler des plantes pour débuter, ou de ce qu'il y a à faire, enfin ce qui est bien de faire, ce qui est pas bien de faire, etc. Après c'est pas des règles strictes comme ça, c'est vraiment voilà, pour moi c'est de l'observation, de l'apprentissage et de l'amour pour les plantes surtout, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Je pense que je vous ai tout dit, j'espère vraiment que j'ai rien oublié. Voilà, si vous avez des questions, ben, mettez-les en commentaire. Ça vous permet aussi entre vous d'échanger, c'est ça qui est bien. Vous pouvez discuter directement en commentaire entre vous, vous donner des astuces aussi. Parce que moi, j'ai pas toutes les astuces du monde, bien évidemment. Et je vous parle de ce que je fais, de ce qui fonctionne chez moi, mais je vous parle pas de ce qui fonctionne chez les autres. Donc voilà. Voilou, je vous laisse sur ces bonnes paroles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et activer la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis à très bientôt, et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!